Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous quotidien sur Equinox Télévision. Ibrahim Boubacar Keïta, le président de la République du Mali, a été arrêté par des mutins ce soir au terme d'une journée de tension qui a démarré ce matin avec une mutinerie au camp Soundiata Keïta, 15 km de Bamako, la capitale du pays. Ce coup d'État est le dernier, sinon le nouvel épisode dans cette crise sociopolitique qui secoue ce pays de l'Afrique de l'Ouest depuis plusieurs semaines. Madame, Messieurs, à 20h, ce sera le journal avec Cédric Noufélé. Juste derrière le journal, ce sera le débrief, mais tout de suite, le fait du jour. Des personnels au service de la reprographie à l'Office du baccalauréat du Cameroun ont été sanctionnés suite à des décisions prises par la ministre des Enseignements secondaires. C'est la conséquence de l'enquête administrative qui vient d'être bouclée après 3 semaines de travaux. Ces personnels sont pour certains suspendus pour une durée de 3 mois sans préjudice des poursuites judiciaires. Les motifs évoqués, négligence, complicité de fuite des épreuves au baccalauréat de l'enseignement secondaire général session 2020. Ce ne sont surtout pas les seuls cas de négligence enregistrés au cours de cet examen. Au probatoire de l'enseignement technique commercial, l'épreuve d'éducation à la citoyenneté et la morale ECM n'avait rien à voir avec le programme officiel, encore moins avec l'approche pédagogique par compétence, l'APC en cours. À la stupéfaction générale, des candidats croyaient avoir été piégés par leurs enseignants. L'épreuve portait sur l'ancien programme et répondait à l'approche par objectif. Au probatoire de l'enseignement secondaire général des séries C, D, E, TI, les candidats ont bien rigolé en recevant sur leurs épreuves de philosophie à l'entête et à l'extrémité gauche. Au lieu de République du Cameroun, c'était plutôt écrit la République du travail. On rira avec eux dans le cadre de cette émission en indiquant qu'en République du travail, on prend des sanctions contre des personnels de l'OBC en charge de la reprographie au cours d'une session d'examen où pourtant se sont multipliés des couacs et surtout des cas graves de négligence. C'est le fait du jour. Mesdames, Messieurs, bienvenue donc à cette autre édition d'Equinox ce soir avec en plateau ce soir Maître Fabien Kenyé, bonsoir. Bonsoir, monsieur Duval Fongois. Merci de m'avoir invité. Bonsoir, chers téléspectateurs, mes chers co-panélistes. Bonsoir. Merci également à vous d'être venu, Maître Julius Achou. Bonsoir. Oui, bonsoir Duval. Bonsoir à tout le monde et les téléspectateurs. Je suis content d'être là ce soir pour parler des choses de ce pays. Voilà. Merci également à vous, Raoul Lemopi. Bonsoir. Bonsoir Duval et bonsoir aux autres co-panélistes. Je dis un bonsoir particulier à tous les nombreux téléspectateurs d'Equinox Télévision. Vous allez me permettre de dire un bonsoir plus appuyé à mon grand frère, mais comme ça c'est Eric, qui est devenu notre nouveau père. Il vit avec toi. Merci également à vous d'être venu. Joseph Espoir Billon, bonsoir. Bonsoir Duval. Et merci d'être venu. C'est moi qui vous dis merci, c'est toujours un plaisir d'être ici. Alors, Joseph Espoir, vous êtes adjoint au maire de Douala 5e, ça c'est ce qu'on connaît le mieux, mais ce qu'on ne dit pas très souvent, c'est que vous êtes également enseignant. Oui, effectivement, je suis professeur de lycée d'enseignement technique. Et comment avez-vous appris déjà, il faut dire ici qu'avant de devenir maire, j'étais enseignant au lycée technique de Nilon. Je profite comme ça pour dire un bonsoir particulier à tous mes élèves du lycée technique de Nilon. Voilà. Et comment avez-vous appris cette nouvelle sur les sanctions prises par la ministre des Enseignements secondaires à l'endroit des personnes à qui on reproche d'avoir été négligents, notamment au service de reprographie de l'Office du baccalauréat du Cameroun? D'emblée, j'ai trouvé ces sanctions complaisantes. Si on estime que les examens organisés par l'Office du baccalauréat sont des examens avec une très haute importance, je pense que la sanction devait être à la mesure de la faute. C'est-à-dire lorsque on fait fuiter une épreuve, la moindre des choses serait que ces gens soient contraints des poursuites judiciaires y afférents. Je pense que le code pénal camerounais, peut-être même le code civil au moins, a prévu des sanctions. On vous répondra qu'on en est ici encore à l'enquête administrative. Sauf que, je vous ai dit, ils ont dit sans préjudice des poursuites judiciaires. Ça veut dire que bon, peut-être ça viendra.
pour le moment, je pense que si ces faits sont avérés, encore que dans ce pays, on court le risque de condamner les innocents. Je n'ai pas dit que c'est le cas. Je n'ai pas dit que c'était le cas ici. Mais si ces gens... Pourquoi vous estimez que c'est une situation grave? J'estime que c'est une situation grave parce qu'il en va de l'avenir de nos petits frères. Ceux qui sont aujourd'hui à l'école, qui vont avoir ce baccalauréat ici au probatoire, vont se retrouver demain à l'étranger, dans d'autres cieux, où on pourra remettre en question ou en cause le diplôme qu'ils vont obtenir. Vous voyez, ça peut détruire des vies. Ça peut faire remettre en question. On vous dira, vous avez eu le bac de l'eau. Vous avez eu le bac de Tanguy, comme on le dit, on l'appelle au quartier régulièrement. Depuis que l'eau est sortie, l'eau a coulé. On dit que les élèves de la session de 2020 auront obtenu un bac Tanguy. Alors, quand vous dites que la censure aurait pu être lourde, de votre point de vue, vous pensez à quoi? C'est vrai quand même que très souvent lorsqu'on fait... Je suppose que 3 mois de suspension, c'est pas suffisant. Si c'est avéré, encore que je dis ici, si c'est avéré que les noms qu'on a retenus sont effectivement ceux qui ont fait fuiter l'épreuve. Parce que un enseignant, ça prête serment. Moi, je vous dis, je suis sorti de l'école normale supérieure de l'enseignement technique de Douala, et pendant ma sortie, on a prêté serment. On a prêté serment au campus 1 à l'ESSEC. On a prêté serment et on a juré de faire notre travail dans le respect, dans le respect de l'éthique, dans le respect des normes qui encadrent la profession d'enseignant. Et à partir du moment où vous prêtez serment, vous êtes tenu, je suis sur ce plateau avec des avocats, ils vous diront la valeur d'un serment. Lorsque vous prêtez serment, vous êtes tenu par le serment de respecter les engagements que vous avez pris. Je vous rappelle que j'ai déjà prêté serment 3 fois dans ma vie. J'ai prêté serment comme enseignant, j'ai prêté serment comme géomètre et ensuite j'ai prêté serment comme adjoint au maire. Les 3 fois où j'ai prêté serment me rappellent que chaque fois où je prends l'engagement devant la barre de faire exactement ce que j'ai pris dans mon serment, je devrais respecter cela. Raoul, puis vous êtes enseignant et vous êtes aussi syndicaliste. Quel est le regard des syndicalistes sur ces décisions prises par la ministre de l'enseignement secondaire? Joseph Espoir Billon estimait que ce sont des sanctions qui sont complaisantes. Est-ce qu'on peut considérer cela comme des mesures conservatoires en attendant peut-être d'aller plus loin dans les responsabilités réelles de ceux qui ont organisé les fuites des épreuves? Alors, merci de me passer la parole une fois de plus. Je voudrais, pour qu'on se comprenne très bien, rappeler les différents buts ou bien les différentes finalités d'une sanction. Quelle est la vocation de la sanction? La sanction doit réparer un dommage. La sanction doit prévenir les dérives similaires, mais la sanction doit aussi éduquer. Est-ce que fort de cela, on peut se dire que les 3 mois qui ont été, n'est-ce pas, infligés aux collègues vont dans le sens de réparer un préjudice si on considère que le préjudice est d'abord financier? Parce que reprendre 3 épreuves coûte énormément à l'État. Le préjudice est aussi émotionnel et psychologique chez l'enfant. Parce que l'enfant qui croyait avoir rangé tous ses cahiers se retrouve dans l'obligation de reprendre tout. Mais le préjudice est aussi structurel. Les autres collègues qui se disaient, les chargés de mission par exemple, que tout était terminé, ils devaient rentrer rejoindre leur famille. Vous voyez, ils ont fait des jours supplémentaires. Ceux qui ont travaillé dans les secrétariats ont fait des jours supplémentaires. Vous voyez, le préjudice est énorme. Je voudrais un peu aller dans le sens du collègue pour dire en vérité que le mot censure ne correspond pas très bien à l'expression de la réalité telle qu'elle est vécue. Moi, je pense plutôt qu'il s'agit d'une sorte de caresse administrative. Parce que, comprenons les choses simplement. Lorsqu'un élève, un candidat, est accusé de fraude, il écope de 3 ans. Et 3 ans de suspension. Oui. Lorsque c'est un enseignant, je peux regarder un suivant de salle, en soupçonnant par exemple qu'il est un peu somnolé, et peut-être le chargé de mission, n'est-ce pas, en passant là par une advertance, l'a supplanté de somnoler, et c'est 3 ans. Bon, pour des gens qui sont... Lorsqu'il y a eu confusion d'anonymat au secrétariat, on parle d'étourderie. Étourderie, retrait même de confiance, tout cela. Et quand il s'agit des collègues qui sont chargés, n'est-ce pas, de garantir la sécurité, la confidentialité des épreuves, je pense qu'il s'agit ici à la fois, non pas seulement d'une faute administrative, mais d'une faute morale. Vous avez demandé aux collègues ce qu'on aurait dû faire. Moi, ma démarche est très simple. Moi, je pense toujours que, en pareille circonstance, l'une des mesures, des mesures d'urgence à prendre, c'était par exemple
de suspendre ses collègues de toute intervention dans les institutions de certification, n'est-ce pas, des diplômes. Parce que si on essaie de voir ce qui se passe ailleurs, je prends le cas dans le transport. Mais est-ce que la suspension n'inclut pas ça? La suspension décidée par la ministre. Je suis en train d'arriver. Parce que la suspension veut dire qu'il reste là simplement, il occupe ses fonctions pendant 3 mois, un peu comme s'ils vont revenir, reprendre les mêmes habitudes, dans les mêmes postes et ainsi de suite. Rappelons que les 3 mois de suspension, c'est pendant les vacances. Ça coïncide à la période du vide. Donc en réalité, ils sont pas suspendus. Ils vont en vacances. Oui, ils vont en vacances. En fait, on est en train certains esprits de tort pensent même qu'il s'agit là d'une sorte de complicité. Parce que si le ministre prend la mesure de la gravité de la situation, des sanctions qui ont été autrefois infligées à des collègues qui n'ont même pas commis de fautes aussi lourdes, on peut quand même se dire que c'est un peu comme une sorte de complaisance ou bien de connivence, et on ne sait pas justement ce que ça dénote. Parce que justement, il faut le dire, peut-être pour le regretter, on est dans une situation véritablement de laxisme administratif. Et là, c'est très grave. Alors, Maître Djouri-Sachou, quel est votre regard sur cette question? Il faut quand même rappeler que la note qui accompagne ces sanctions indique que le secrétaire général du ministère des enseignements secondaires, avec d'autres responsables, ont mené des enquêtes avec le soutien de la police judiciaire et d'autres services spécialisés. On a cité notamment l'Antique, qui ont aidé à remonter les origines donc de ces fuites-là. Et aujourd'hui, on est fixé à peu près sur les origines donc de ces fuites-là. Est-ce qu'au regard de tous ces éléments-là, on n'aurait pas pu avoir une main beaucoup plus lourde contre ces responsables? Pour avoir une main plus lourde, c'est excessif. Dans les circonstances pareilles. Il faut noter que avant qu'une telle décision soit prise, il y a eu d'abord une commission qui a été créée pour ça, qui a regardé les faits, qui a tenté d'apprécier les faits, avant, n'est-ce pas, de faire des propositions, n'est-ce pas, au ministre qui va signer la lettre qui est en circulation. Dans tous les cas, moi, je me méfie de tout document qui vient de WhatsApp, parce que je doute, à prime abord, dès le départ, n'est-ce pas, son authenticité. Ça peut être une fabrication, on ne sait pas. Et en plus, il faut noter ceci. Ça, c'est une exception dans une règle. J'ai toujours répété ça. Le Camerounais est devenu un champion des exceptions. On ne peut pas féliciter ces mêmes responsables. Et le ministre doit avoir mené à bon, c'est-à-dire l'examen en général. Tout le monde veut se capitaliser sur les exceptions qui est arrivé, n'est-ce pas, malgré le fait que cela n'a pas été programmé. Mais on fait comme si le monde est dans l'envers, jusqu'à on parle de la complicité. Il faut noter ceci. Le ministère peut sanctionner les gens, mais en fin de compte, pour démis un fonctionnaire, il y a des procédures. Le ministère ne peut pas le faire. Il doit se référer à d'autres personnes qui vont le faire avec le temps. Et n'oublie pas que dans le cas précis, on a réservé, n'est-ce pas, les poursuites. S'il y avait la police judiciaire en tant que telle, pour faire une enquête judiciaire, on aurait déjà commencé à parler de poursuites pénales. Mais pour le moment, nous sommes toujours dans la phase disciplinaire. D'où le ministère a qualité, d'où le ministre a qualité de prendre des sanctions. En attendant que d'autres sanctions plus sévères vont arriver s'il s'avère vrai que les faits sont fondés. Et il faut noter que lorsqu'on parle de la négligence n'est pas une infraction en tant que telle. On peut tolérer la négligence jusqu'à un certain niveau. Et pour le moment, nous tous ici, personne n'a pas eu accès à ces dossiers pour comprendre, n'est-ce pas, ce qui est vraiment dedans. Oui, on se limite pour l'instant aux informations qui nous sont données par WhatsApp. Le ministère des Enseignements. Par WhatsApp, parce que pour le moment, tout ce que nous avons, c'est ce qui est dans WhatsApp. Pas par le ministère. Non, on peut suivre que ça vient du ministère. Le ministère a rendu public le document, a été lu. Vous avez copié? Ou bien vous parlez, c'est que vous avez vu le téléphone. Non, vraiment, non, soyons sérieux. Vous risquez de voir que ce qui va sortir du ministère peut être différent de ce qui est sur WhatsApp. On l'a vu à même reprise. Donc, si vous n'avez pas encore vu ce document du ministre, faites attention.
Même si cela a été lu sur les ondes de la radio nationale, on peut se tromper partout en tout cas. Mais je n'ai pas dit c'est ce que vous voulez dire. Mais je dis, il faut qu'on émette des réserves lorsqu'on n'a pas encore vu le document officiel. Nous tous là, qui a vu? Non, la question, c'est que depuis hier quand même, l'information est relayée aussi bien par les médias privés que par la radio et la télévision nationale. Et il n'y a eu aucun démenti de la part du ministre de l'enseignement secondaire. Non, on n'a pas besoin de le ministère. Mais si le ministre n'a pas le droit de ministre de faire des commentaires sur les commentaires. Le moment venu, je pense que le ministre va faire soit une conférence de presse pour s'expliquer. Il y a une conférence de presse. Le ministre ne peut pas le commenter sur les commentaires. Il y a justement une conférence de presse. Ce que nous parlons maintenant, c'est à la galerie. Et c'est au terme de cette conférence de presse que... Personne parmi nous est sûr de ce que nous disons. Il y a eu une conférence de presse. On n'a pas lu le rapport de la commission. Désolé, on n'a pas lu la lettre, n'est-ce pas, officielle. Mais nous sommes en train de faire des suppositions qui peuvent être erronées. Alors, maître, je voudrais juste attirer l'attention des uns des autres que hier, par exemple, pendant le journal de 20h sur Equinox Télévision, il y a eu un papier de notre correspondant à Yaoundé qui faisait le compte rendu de la rencontre que le ministre et le secrétaire général du MINISEC ont eu avec des journalistes pour faire le point justement sur ces sanctions qui ont été prises. Oui. Voilà, je voudrais le dire pour que cela soit clair. Pour recadrer, pour que Maître Achou soit plus fixé. Non, s'il y a eu une conférence de presse, parlons de cette conférence de presse, au lieu de parler de ce qui est dans le WhatsApp. Non, personne n'a parlé de WhatsApp ici. Parce que ce n'est que ça que nous avons. Personne n'a parlé de WhatsApp. Dès le départ, vous n'avez pas parlé de cette conférence de presse. Lorsqu'on parlait... Mais en même temps, personne n'a parlé de WhatsApp. Les sources d'information, vous parlez de... On peut comprendre que Maître Achou n'a ton information que sur WhatsApp. C'est pour ça qu'il pense que tout le monde l'a sur WhatsApp. Alors on peut le lui concéder. Maintenant, on avance. Non, maintenant c'est clarifié. Vous n'avez pas parlé de conférence de presse. Vous ne parlez pas parlé de WhatsApp non plus. Ok, je ne même pas vu à WhatsApp. Je ne savais pas que c'était aussi à WhatsApp. Merci Duval de me passer enfin la parole. Moi, je voudrais dire d'emblée que lorsque nous venons devant ce genre de plateau, il faut être un tout petit peu sérieux. Parce que cette fraude est insupportable et extrêmement dangereuse pour l'éducation de notre jeunesse. Je voudrais dire, pour couper court aux spéculations qui vont dans tous les sens, que j'ai devant moi Cameroun Tribune du 18 août, c'est-à-dire d'aujourd'hui, duquel il ressort exactement que c'est à la chute d'une commission d'enquête administrative présidée par le secrétaire général du ministère d'enseignement secondaire, la dite commission à laquelle on a associé la direction de la police judiciaire, la commission nationale anticorruption et l'agence nationale des technologies de l'information et de la communication, qu'on en est arrivé à prendre ces sanctions-là, qui concernent au-delà de 3 personnes que vous avez citées, au-delà de 3 personnes qui ont été suspendues pour 3 mois, 4 autres personnes, donc ça fait au total 7. Et ces 4 autres personnes ont été renvoyées dans leur administration pour pouvoir recevoir cette sanction. Cela dit, nous avons eu le privilège d'avoir sur cette table 2 experts en ce domaine. Je voudrais dire les 2 enseignants qui sont autour de ce plateau. Voyez-vous, ils vous disent que sur l'échelle de sanctions, le dernier maillon de la chaîne, lorsqu'un élève est pris en flagrant délit de tricherie, il est suspendu pour 3 ans. N'est-ce pas? Et lorsque leur collègue est pris en flagrant délit de tricherie, de somnolence même tout simplement, il est puni presque des mêmes sanctions. Comment donc comprendre que ceux qui ont en charge la sécurité, la fiabilité des résultats, qui devraient en assurer la régularité au sommet, soient punis pour 3 mois. Et c'est à ce moment que cela pose un problème. Voyez-vous. Donc je partage carrément l'avis de monsieur le maire qui dit que c'est une sanction insuffisante. Et au-delà de ça, on dit sans préjudice des procédures judiciaires. Il faut bien noter que les populations le sachent que la fraude aux examens est une infraction pénale. Donc à l'issue de laquelle une personne peut être privée de sa liberté. Et j'espère donc que le système judiciaire camerounais va se saisir de ce cas pour traduire ces personnes et pour les condamner. Si tant qu'il y a des charges suffisantes contre elles, parce que là, moi j'insiste en tant qu'avocat que ces personnes bénéficient encore de la présomption d'innocence. Jusqu'à ce que un tribunal les ait déclarés coupables. C'est que l'administration ne fait pas souvent. Puisque l'administration confond parfois ses pouvoirs administratifs avec les pouvoirs judiciaires. Au-delà de cela dit,
Duval, moi je pense qu'il s'agit globalement d'un problème d'éthique et de morale qui provient de l'environnement camerounais qui est pourri. Parce que voyez-vous, si vous grattez un peu le vernis, vous allez constater que le Cameroun vit aujourd'hui de l'eau partout. Ce sont ces personnes, si on n'avait pas découvert cette tricherie, ça existait souvent, peut-être c'est les nouvelles technologies de l'informatique et de la communication qui nous ont permis de nous rendre compte de l'ampleur. Ce sont ces personnes qui bénéficient de l'eau, qui sont peut-être les plus médiocres, qui à l'issue des examens auront peut-être les meilleures notes, et par la suite, n'est-ce pas, vont aussi aux différents concours administratifs de la même manière, avoir des postes de responsabilité. Qu'est-ce qu'une nation qui veut se développer peut en attendre? Rien du tout. Donc il faut le décrier. Cela est insupportable. Et les soldats doivent aller jusqu'au sommet. Parce que je ne trouve pas cette complaisance dans ce type de sanctions face à la gravité de la faute qui a été commise. Alors, Joseph Espoir Bion, il y a eu effectivement ces fuites-là qui ont obligé le ministère, en tout cas l'Office du baccalauréat du Cameroun, à reprendre ces épreuves-là. C'était en série C et en série D, soit 2 jours supplémentaires pour ces candidats qui, pour l'essentiel, avaient déjà arrangé leur cahier. Cela a un coût, a indiqué tout à l'heure Raoul Le Moupi, mais il faut rappeler que ce n'est pas le seul couac enregistré au cours de ces examens. Est-ce que les autres éléments qui ont été évoqués dans le courant du déroulement de cette session vous paraissent tout aussi graves? Je vais prendre quelques exemples. Vous avez regardé, par exemple, l'épreuve de philosophie en première C. Je crois que c'est en première C et D. Au probatoire de l'enseignement secondaire général, C et D, l'épreuve de philosophie avec à l'en-tête la République du travail. La République du travail. Bon, certains estimaient que c'était une erreur de saisie. Alors vous, en tant qu'enseignant, vous vous dites, bon, ça peut arriver, ou bien vous trouvez que là aussi, c'est un cas de négligence? Duval, je suis très mal à l'aise de parler de cas de négligence ici. Je peux vous témoigner la rigueur qu'il y a, la rigueur et la sécurité qui entourent une épreuve d'examen. Je peux vous rassurer que le mécanisme qui est mis en place pour que ce type d'erreur n'arrive pas à une épreuve d'examen, vraiment, même pas extraordinaire. On ne peut pas imaginer qu'on peut avoir une épreuve où on le décrit République du Cameroun, on l'écrit République du travail. Parce que ces épreuves, ce qu'on fait en fait pour choisir l'épreuve de l'examen, c'est un tirage au sort. C'est qu'il y a plusieurs épreuves qui sont contrôlées en amont. Il y a beaucoup de temps, rien ne se fait de manière précipitée. Donc, en amont, on a fait des vérifications, on a contrôlé tout ça. On s'est rassuré que tout était OK. Alors, en ce moment-là, au moment où on décide de faire... Oui, mais le sentiment qu'on a en regardant ça, c'est que ça a été fait dans la précipitation. Il y a eu peut-être 1 ou 2 personnes seulement. Parce que s'il y a une chaîne quand même, 2, 3, 4 personnes qui lisent l'épreuve... Le problème de notre pays, c'est que chacun choisit de devenir maître là où il est. C'est pour ça que vous voyez, nous autres, on se bat chaque jour à rappeler aux gens que nul n'est le patron suprême. En fait, nul n'est plus grand que tout le monde, peut-être Paul Biya, oui. Mais en dehors de lui, tous les autres là devraient rendre compte et suivre le mécanisme de la fonction qu'ils occupent. Parce que tout est bien fait pour que ce genre d'erreur n'arrive pas. Je vous dis, le mécanisme pour qu'une épreuve soit sélectionnée, vraiment, on ne peut même pas imaginer que ce genre d'erreur puisse arriver dedans. Pour que, dans tout le Cameroun, dès la rentrée en octobre, on va demander à tous les enseignants de proposer des épreuves. Ces épreuves vont venir de tout le Cameroun. Et maintenant, il y a une banque des épreuves. Toutes les épreuves sont jetées là-bas. Et personne ne sait quelle est l'épreuve qui va passer. Et mieux même encore, celui qui est chargé de sélectionner l'épreuve, ça veut dire l'inspecteur pédagogique national, qui est chargé de sélectionner l'épreuve pour un examen, peut encore prendre un exercice pour chaque épreuve et construire une épreuve, qui n'est même pas sûr que c'est ça qui va passer. Je vous dis, le mécanisme pour sélectionner une épreuve, pour qu'une erreur comme celle-là arrive et qu'on parle de négligence, non, moi je parle de complicité. C'est des gens qui ont bien pris le temps pour une mafia quelconque, pour mettre en place ce genre de mécanisme pour des intérêts économiques. Je ne dis pas n'importe quoi. Moi, je parle du cas précis de ce qui s'apparente à une erreur de saisie, République du travail. C'est pas négligence. Vous comprenez que, permettez Duval, pour que ce type d'erreur arrive, il faut qu'on soit en train de travailler dans la précipitation. Okay. Parce que rien d'autre, si on n'est pas dans la précipitation, c'est des choses de dernière minute. Ce sont des choses de dernière minute. Ça veut dire... Mais Joseph Espoir, vous avez indiqué tout à l'heure qu'il y a des enseignants qui proposent des épreuves.
il y a des inspecteurs qui sont chargés de collecter ces épreuves. Je crois d'abord sur le plan régional. Et ensuite, ils sont acheminés sur le plan national. Oui. Mais ça veut dire qu'un enseignant qui propose une épreuve, je ne sais pas quoi, enfin, au moment où on fait la saisie... Le mécanisme est parfait. Bon, peut-être pas parfait, toute œuvre humaine est imparfaite. Mais le mécanisme est très bon pour que, pour qu'une erreur comme le République du travail à la place de République du Cameroun ne puisse pas arriver. Raoul Hopi, je voudrais rappeler qu'en dehors, sauf si vous voulez intervenir sur cet aspect-là, mais il y a un autre élément qui rappelle un autre cas de... si on peut dire de négligence, je ne sais pas comment il faut appeler ça. Vous savez que depuis plusieurs années maintenant, il y a l'approche pédagogique par compétence qui a été initiée et qui remplace l'approche par objectif. Et cette année en première, normalement, les élèves devaient être évalués sur les épreuves à partir de la méthode APC. Mais il se trouve qu'en classe de première, à l'épreuve de CM, les élèves ont été évalués sur l'ancien programme. Donc, sur l'approche par objectif. On leur a demandé au sujet 1 de parler de la démocratie. Au sujet 2, on leur a donné un texte sur le régime présidentiel. Toutes choses qu'ils n'ont jamais vues depuis le début de l'année scolaire. Est-ce que c'est un cas de négligence ou vous estimez que... Comment est-ce qu'il faut comprendre ça? Moi, je crois qu'il fallait poser cette question aux IPN, aux inspecteurs pédagogiques nationaux. Mais vous, en tant qu'enseignant, comment vous percevez ça? Parce que je veux vous dire, pour aller légèrement dans le sens du collègue, que la constitution d'une preuve, comme il a eu à le dire, obéit à un ensemble de mécanismes suffisamment huilés. J'ai lu derrière ce qui s'est passé au baccalauréat et au probatoire, une sorte de conspiration contre l'école. Parce qu'il n'y a pas de sens. Aujourd'hui encore, et surtout en ECM, parce que pour le dire, les sciences humaines ont été les piliers dans les questions de l'APE. En philosophie, par exemple, nous nous sommes inspirés des travaux déjà faits par les enseignants d'histoire, géographie et ECM. On peut dire qu'ils sont nos ancêtres dans l'APC. On comprend donc difficilement comment, je crois que madame le ministre sera, je ne sais pas si ça va encore être essentiel, mais les caresses, on comprend difficilement comment les initiateurs, ceux qui ont maîtrisé, parce qu'ils ont toute une documentation sur l'APC, les professeurs d'histoire, géographie, SM, on comprend difficilement comment on a eu à mettre cela au banc de touche pour s'approprier les outils théoriques de l'approche par les objectifs. C'est pour cette raison que moi, vous savez, la dernière fois que j'étais sur ce plateau... Autant à l'épreuve d'histoire, effectivement, l'épreuve a respecté la structure de l'APC. Mais en ECM, on a vu que c'était plutôt l'approche par objectif. En fait, c'est le désordre. C'est le désordre. Et je pense que les inspecteurs nationaux en charge de l'enseignement de ces disciplines sont comptables de ce qui s'est passé. Rien ne peut expliquer que les élèves, parce qu'évaluer, c'est quoi? C'est contrôler simplement le niveau d'assimilation des savoirs par l'apprenant. Si vous avez dit à l'enfant que dans la première partie de son épreuve, on va vérifier les ressources, on comprend difficilement comment vous commencez à lui parler de la démocratie, comme si on avait affaire ici, n'est-ce pas, à des choses qui sortent, n'est-ce pas, d'une autre planète. Et ce genre, n'est-ce pas, d'évaluation par l'embuscade va poser beaucoup de problèmes. D'abord aux correcteurs qui seront en charge d'attribuer à chaque élément, n'est-ce pas, à chaque séquence des contenus de correction des points. Parce qu'on sait que suivant l'APC, il y a, n'est-ce pas, un ensemble de points par partie. Il y a un canevas qui définit un ensemble de points qu'on attribue à telle ou telle question. Mais dans ce cas d'espèce, moi vraiment je ne veux pas être à la place de ces correcteurs-là parce que les examinateurs ont mis tout le monde en difficulté. Je ne sais pas comment ils vont faire. Je pense qu'ils pourront s'accorder, n'est-ce pas, par rapport à la manière dont ils vont évaluer ces enfants. Mais je crois encore que là, ce n'est pas simplement la négligence, c'est quand même une faute. Alors, Maître Diouf Sacho, je voudrais peut-être vous interpeller ici en tant que parent. Vous avez un enfant, un élève à la maison qui prépare son examen probatoire. Il a été tout au long de l'année, il a révisé selon la structure de l'APC. Il a un programme qu'il a suivi. Et puis il arrive à l'examen et il découvre un sujet qui n'a rien à voir avec ce qu'on lui a appris tout au long de l'année. Et lorsqu'il revient vous dire ça à la maison le soir, vous en tant que parent, comment vous réagissez?
Oui, la première chose, c'est vraiment désolé que ça lui est arrivé. Mais il faut vraiment comprendre ceci. Nous sommes dans une année un peu exceptionnelle. Dans le sens que beaucoup d'élèves n'ont pas fréquenté. Beaucoup des enseignants n'ont pas enseigné. Et sur la base, n'est-ce pas, d'une façon de prendre les valeurs, on a essayé, n'est-ce pas, de faire de telle sorte que l'année ne soit pas une année blanche. Vous voulez faire allusion à quoi? À la Covid? Non, dans tous les cas. Parce que vous avez dit que beaucoup d'élèves n'ont pas étudié, beaucoup d'enseignants. Jusqu'à terminer, n'est-ce pas, leur programme. C'est ce que je dis. Bon, il y a eu cet examen, c'est vrai qu'il y a eu des couacs. Je suis tout à fait d'accord, il y a eu des couacs. Et quand on voit les couacs par rapport, n'est-ce pas, à la chose générale, à l'examen général, en général, on peut donner quel pourcentage? Au moins 80. Si 20%, n'est-ce pas, est une lacune, fait problème, quand même, ils ont essayé de faire ce qu'ils ont fait. Mais moi, en tant que parent, je veux d'abord féliciter que pour une fois, il y a une commission qui a siégé, il y a un ministre qui a décidé de passer aux sanctions. Je suis surpris que on ne le félicite pas, on ne regarde même pas ça, que pour une fois, n'est-ce pas, il y a une telle commission qui a fait une telle découverte, et on a sanctionné certaines personnes, on dit que ce n'est pas suffisant. On peut pousser la réflexion plus loin. Parce que si on peut aussi comprendre que les 3 mois de suspension peuvent intégrer le logique de la complaisance, peut-être parce qu'on ne veut pas toucher aux commanditaires. Le jour où vous serez responsable comme ministre, vous allez comprendre pourquoi on prend certaines sanctions dans certains temps. Nous sommes dans un cas exceptionnel. Dans le cas, cet examen a été organisé de façon beaucoup précipitée. On n'a pas eu le temps, n'est-ce pas, de mettre tous les gens, tout ce qu'il faut pour organiser cet examen. Vous voulez ou vous ne voulez pas, c'est ce qui s'est arrivé. Donc on peut avoir des couacs. Et lorsqu'il y a des couacs, n'est-ce pas, on ne peut pas sanctionner les gens, n'est-ce pas, lorsqu'il y a cette précipitation. De la même façon, n'est-ce pas, des gens qui ont eu un an pour préparer un examen. Vous regardez seulement le côté d'élèves. Vous ne regardez pas le côté de ceux qui ont eu... C'est pour ça que je vous ai posé la question en tant que parent. Oui. Parce qu'un parent n'a pas... Je ne sais pas si un parent est là pour chercher à savoir si le ministre a eu ou pas. Il cherche à savoir si son élève, son enfant a bien composé et s'il sera admis, je crois. Moi, je ne suis pas un pessimiste dans la vie. Je sais que lorsqu'il y a une erreur, nous ne sommes pas au paradis. C'est normal. On peut avoir des erreurs. C'est possible. Mais tout ce que je veux faire pour la femme, c'est pour faire en sorte que ce genre d'erreur ne lui arrive plus. Parce que si on vit seulement dans les erreurs, on n'arrive pas à progresser. On va toujours rester à bas, regarder que les erreurs, au lieu de regarder le devant pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire, n'est-ce pas, pour corriger ce qui est arrivé. Alors, Maître Fabien Kenyé, il y a donc un élève qui, tout au long de l'année scolaire, a eu un prof qui lui disait, alors, l'épreuve, la structure de l'épreuve, ça va être première partie, vérification des ressources, deuxième partie, vérification des savoirs, vérification des savoir-faire, vérification de l'agir compétent. Alors, c'est ça qu'il a appris pendant toute l'année. Et il arrive à l'examen, il tombe sur une épreuve, on lui dit, sujet 1, la démocratie, le candidat insistera sur la conception de la grecque et africaine de la démocratie et présentera les dangers de la mauvaise application de ce régime dans un pays. Et puis, sujet 2, on lui dit, le régime présidentiel avait un texte. On va faire comment? On va dire que quoi? Lorsqu'il fait le compte rendu. Lors de la présentation du serment d'Obama, on s'est trompé même du serment. Monsieur Duval, si vous le permettez, chers confrères, lorsque vous parlez de cette affaire avec beaucoup de désinvolture comme ça, moi ça me sidère parce que voyez-vous, nous parents, vous avez des petits parents. Nous quatre ici, nous sommes des parents. Sur le conseil des enseignants, il me semble que l'examen sert à évaluer les connaissances que tout au long de l'année, on a transmises aux impétrants à un examen. Lorsqu'à l'issue, n'est-ce pas, de vos études, vous entendez qu'on vous sanctionne sur la base de ce que vous avez appris et qu'on vous apporte quelque chose d'autre. Qu'est-ce qu'on attend de vous? Et qu'on parle de l'heure, je crois que cela ne peut pas être possible. Il s'agit d'une faute inexcusable. Voyez-vous, il me semble, surtout sur le contrôle des enseignants qui sont ici, que sur les feuilles de composition des élèves, il y a ce qu'on appelle la présentation. Voyez-vous, la structuration du sujet. Vous voyez sur la tête d'une épreuve,
qui provient d'un ministère de l'enseignement où il est noté République du travail. Cela voudrait dire quoi? Qu'on n'a pas pris du temps nécessaire, qu'on n'a pas été sérieux, et cela procède de l'incompétence. Sous d'autres cieux, peut-être, je crois que vous ne démentirez pas, il y a eu un moment, une fuite d'épreuves au Maroc, ce que nous appelons ici de l'eau. Cela a emporté le ministre de l'enseignement, non pas parce que le ministre de l'enseignement était coupable, parce qu'il emporte la responsabilité morale. C'est pourquoi cela ne se reproduise plus. Moi, comme parent, j'aime, bon, c'est parfois mauvais de parler de soi, j'ai un élève qui était candidat à un examen donné, il y a une tricherie là, il a été suffisamment affecté. Voyez-vous, j'ai dû encore débourser de l'argent pour payer des répétiteurs, le maintenir dans le statut d'élève, pour qui va réparer ces préjudices-là. Sous d'autres cieux, le ministre là ne serait plus en poste. Il démissionnerait non pas, comme j'insiste là-dessus, non pas parce qu'il a commis quelque chose. Mais ça ne se représente plus. Parce que vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Vous parlez de la fuite des preuves, qui avait plus qu'on parle de complicité et de négligence là, des faits avérés. Qu'est-ce qu'on attend d'un ministre de l'enseignement secondaire qui réussit son année? Réussir son année, c'est quoi? C'est qu'à l'issue de l'année scolaire, les examens se déroulent sans aucun problème. Mais il se trouve que nous sommes allés de couac en tricherie. À quoi c'est un ministre de la République? Si c'est pour nous apporter des tricheurs. Vos frères sont des tricheurs. Est-ce que vous parlez de quel frère, s'il vous plaît? Le collègue du monsieur le maire et monsieur le syndicaliste. Non, c'est pas je voudrais qu'on rappelle à l'opinion nationale ici que lorsque nous venons sur un plateau de télévision comme celui-ci, c'est pour discuter des problèmes de la nation afin de trouver des solutions qui permettront que demain ce type de problème n'arrive plus. Vraiment, il n'est pas question ici qu'un parti politique gagne sur un autre. Je voudrais que M. Achou soit plus à l'aise et qu'on utilise ici un raisonnement scientifique pour résoudre un problème. Parce qu'ici, il y a un problème. Ce n'est pas une question de le RDPC aura tort ou le MLC a gagné. Est-ce que je parle RDPC? Non, je n'ai pas dit ça ici. Je veux dire ici, en fait... Ça, monsieur, vous sortez de nous ce soir. Permettez, mais... D'habitude, vous n'êtes pas comme ça. Vous sortez de nous ce soir. Permettez un peu que qui parle de parti politique ici? Permettez que j'aille... Vous voulez politiser cette affaire? Permettez que j'aille au terme de mon... Non, quand même. Quand je parle, vous parlez aussi, hein. Il faut savoir rester, accepter quand on vous interrompt. D'accord. Interrompez-moi. Maintenant, je peux continuer. Mais... Non, il faut que je termine alors. Comme vous avez je n'ai pas parlé de parti politique ici. Je n'ai pas dit que vous comme vous êtes scientifique et vous êtes maire, j'utilise la science dans votre mairie. S'il vous plaît. Nous sommes ici à train de discuter. C'est moi qui a dit, il y a eu le couac. Vous avez dit c'est bon, c'est moi qui a parlé de couac. Et des élèves. Vous n'avez même pas osé le parler. Moi, je vous dis. Il y a eu le couac. Et en plus, j'ai insisté qu'au lieu de rester, n'est-ce pas, dans les couacs et les erreurs, cherchons les solutions. Alors, ça arrive qu'on est tous d'accord. Ça arrive qu'on est tous d'accord sur les objectifs. Alors, sur vous voulez faire comme si j'ai parlé en anglais, j'ai parlé quand même en français. Ok. Si vous l'avez compris, vous me demandez. Je dis pas les choses que je n'ai pas dit. Alors, Joseph Espoir Billon. S'il vous plaît. Je peux aller au terme de mon... Bien sûr, bien sûr. Merci Duval. Je voudrais dire ici, lorsque nous venons dans ce plateau, c'est pour construire la nation Cameroun. C'est pour permettre à ceux qui nous écoutent de l'autre côté de l'écran, à ceux qui nous regardent, de comprendre le bien fondé du sujet, en fait, qui nous rassemble autour de ce plateau. Je veux dire une chose. L'enseignement de notre pays a un véritable problème. Et quand on nous dit que c'est le Covid-19 qui a fait qu'on fasse des épreuves dans la précipitation, au contraire, le Covid-19 a permis qu'on prolonge davantage le temps. Le Covid-19 demandait qu'il n'y ait pas la masse, ça veut dire que les élèves ne viennent pas suffisamment. Mais ça ne demandait pas que les enseignants qui ont continué, au ministère, les gens ont continué à aller travailler. Allez vérifier. Tous ces enseignants qui allaient au ministère pour travailler, tous ceux qui travaillaient à l'office du baccalauréat, personne n'est rentré chez lui parce qu'il y avait le Covid-19. On a même plutôt prolongé le temps. Ça veut dire les délais d'examen. Le baccalauréat devait avoir lieu en mai. On l'a renvoyé, il a eu lieu pratiquement en juillet. En août. En août. Mais vous voulez quoi? Qu'est-ce qui a été fait dans la précipitation? Rien. Doigt dans, monsieur, s'il vous plaît. Donc, je voulais dire une chose ici, Duval. Soyons sérieux. Lorsqu'on vient parler des choses du Cameroun, lorsqu'on parle des choses du vert jaune, lorsqu'on parle du pays de Samuel Eto'o, de Francis Ngannou, le pays de Richard Bona, le pays de tous ces grands hommes qui ont d'une manière ou d'une autre élevé le vert jaune au sommet des firmaments. Lorsqu'on parle du pays de Paul Biya, il faut que nous parlons avec honnêteté et bienséance. Moi, je viens parler du Cameroun sans complaisance. Je n'ai pas pour objectif de faire plaisir à qui que ce soit ou pour qu'en partant de ce plateau de télévision, qu'on dise que j'ai bien parlé ou mal. Je veux parler des problèmes de mon pays afin que nous trouvons des solutions réelles. Je vous dis, moi je suis enseignant, ce qui s'est passé est très grave. Et ne pas le dire, c'est être complaisant.
Alors, Raoul Hopi, on a évoqué un certain nombre de problèmes enregistrés au cours de ces examens. Il y a des enseignants qui indiquaient que c'est seulement la semaine dernière ou il y a 2 semaines qu'on payait les délibérations au baccalauréat de la session 2019. C'est-à-dire que les délibérations qui ont eu lieu en août 2019, on les a payées en août 2020. Vous confirmez? Vous voyez, ça me fait tellement rire parce que quand je me rappelle un peu ce que l'OBC était avant, c'est-à-dire que au début de sa création et ce que l'OBC tend à être maintenant, j'ai envie de pleurer. Mais qu'est-ce qui peut justifier ça? Pourtant, les élèves ont payé leurs frais d'examen à temps. Qu'est-ce qui peut justifier qu'il y ait 1 an de retard de paiement des indemnités de délibération ou de correction aux examens? Je veux poser la question autrement. Duval, est-ce que vous pouvez nous dire ici, là, à Mondovision, comment on fait pour recruter les gens à l'OBC? C'est la première question qu'il faut poser. Professeur Bion, est-ce que vous savez comment... Vous avez déjà vu l'appel? Dites-nous, Raoul. Il n'y a que le directeur de l'office baccalauréat qui connaît les secrets. C'est pas rendu public. Si c'est rendu public, ça veut dire que vous connaissez aussi. Ok. Moi, je pense que... Donc, vous croyez que le problème part de là? Moi, je pense que quand on a compris comment on fait pour recruter les gens, on peut aussi comprendre toutes les autres choses. Et de mémoire d'élèves et aujourd'hui d'enseignants, je n'ai jamais vu, quel que soit le support écrit ou oral, un espace où on a lancé un avis de recrutement peut-être à compétence pour l'OBC. Moi, je pense que tout le problème part d'abord de là. Est-ce que ceux qui travaillent même là-bas ont compétence, ont qualité pour travailler là-bas? Est-ce qu'on a fait au préalable d'abord une enquête de moralité, maintenant une enquête de compétence? C'est ça aussi la question. Mais puisqu'on n'arrive pas à comprendre, vous parlez des frais de délibération, on n'arrive pas à comprendre que les élèves payent normalement les frais pour les frais de dépôt, les frais de dossier. Il y a aussi l'appui de l'État et que payer les enseignants qui ont fait réellement leur travail relève de la césarienne. C'est inédit. C'est aujourd'hui qu'on a commencé à payer les frais de correction du BPC. Parce que c'est normal ça. Alors que les délibérations sont en cours, est-ce que c'est normal? Est-ce que vous savez que pour les 2 jours, les deux jours les 2 jours du bac, jusqu'à aujourd'hui, les frais de suivant ne sont pas payés? Est-ce que vous savez que même les frais de suivant ne sont pas payés? Mais c'était annulé, non, maître Raoul? Attendez, voilà. On dit que c'était annulé. Mais les élèves, les enseignants ont suivi. Les élèves ont eu les supports en tant que les documents, les feuilles de composition, les brouillons, les charrettes d'émission ont prolongé le temps de travail, tout cela. Mais ça, c'est silencieux. Je veux aussi dire quelque chose. L'OBC, ou bien certains cadres de l'OBC, ont un sérieux problème avec l'argent. Parce que c'est comme ça qu'il faut qu'on puisse faire. Il faut dire ça. Oui, et pour chuter, Maître Lachoua dit quelque chose. S'il faut pousser le raisonnement un peu loin, on va procéder par une sorte de généralisation. Si on peut trouver quelques excuses à ceux qui ont créé toutes ces situations-là, je pense aussi que Maître Lachoua va nous permettre de trouver aussi quelques excuses aux potentiels fraudeurs, c'est-à-dire aux candidats. Est-ce qu'on pourrait aussi dire que bon, ils ont préparé les examens en situation de corona et que bon, même s'ils ont triché, on peut aussi leur trouver des circonstances atténuantes. Les enseignants qui dormaient en classe, tout ça, on leur trouve des circonstances atténuantes. Moi, je crois aussi que parfois, lorsqu'on pose les postulats d'une réflexion, on doit pousser ces postulats jusqu'à les conséquences les plus extrêmes. Alors, Maître Julius Achou, au finish, on risque de conclure que la ministre Nalova Yonga, elle n'est pas très chanceuse. Hein. C'était une année scolaire visiblement très difficile. On se souvient que ça a été compliqué avec elle. On se souvient de l'histoire du lycée de Deido, avec un élève qui a été tué là-bas. Il y a eu un enseignant à Yaoundé. Ensuite, ces élèves qui ont refusé de porter les masques pour entrer au lycée, au point où les parents... Alors ça fait beaucoup de grabuge. Et puis maintenant, les fuites, on dirait qu'elle n'a pas beaucoup de chance, la ministre. Sans être superstitieux. Non, les situations difficiles, n'est-ce pas, arrivent seulement aux personnes qui sont bien calées, qui sont bien solides pour encaisser.
Regardons, bon, OCB, le bac a eu des problèmes. Pourquoi on ne parle pas de GCE Board? Vous êtes les enseignants, vous ne regardez que le bac. Il y a le GCE Board également qui a bien fonctionné sans couac. C'est pas encore fini. Ah, jusqu'à présent ça fonctionne sans couac. Ça finit le 25. Voilà. Vous ne parlez pas de ça. Bon, le bac est fini, il y a des couacs, nous sommes d'accord. Mais lorsqu'il y a des couacs, qu'est-ce qu'on fait? On va seulement dire que bon, ça est arrivé, on oublie. On doit pas les mesures qui s'imposent. Et c'est ça qu'on parle de responsabilité. Lorsque vous êtes responsable, si quelque chose vous arrive, si quelque chose arrive dans votre ministère, vous devez, comme patron du ministère, prendre des mesures qui s'imposent. Vous ne pouvez pas être satisfait des mesures que le ministre a prises. Mais le ministre a quand même fait quelque chose. Tu sais, donc, vous voyez, vous avez parlé de l'année qui a été difficile. Certains ont voulu limiter ça seulement à la Covid. Mais regarde, vous-même, vous avez parlé, il y a eu des professeurs, des enseignants tués, des élèves qui se comportent de façon bizarre, ainsi de suite. Tout ça, on met ça sur la tête de qui? Une seule personne, la ministre. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est bien? Mais qu'est-ce qu'elle a fait en réaction de ce qui lui est arrivé? Je pense que jusqu'à présent, les gens ont été satisfaits des mesures qu'elle a prises pour régler certains nombre de problèmes. Et les mesures qu'elle vient de prendre, à mon avis, ne sont que conservatoires. Okay. Parce qu'on ne peut pas reprocher à quelqu'un de certains faits si le fondement n'est pas là. On attend. Okay. Ça va arriver. Okay. Soyons seulement patients et optimistes. Alors, Maître Fabien Kenyé, est-ce que ce n'est pas tout cela qui fait qu'au finish, on a le sentiment d'avoir un examen au rabais avec des diplômes qui ont quelques soucis de cote à l'international? Si on fait un rapprochement avec d'autres pays, on remarque que au Cameroun, le taux de réussite au baccalauréat aussi autour de 50%. C'est vrai que l'année dernière, on a atteint 60%, mais dans d'autres pays, on dépasse les 70, les 80, les 90% de taux de réussite. Est-ce que tout cela ne justifie pas les difficultés qu'on a finalement avec cet examen et le parchemin qui n'a pas une cote très, très élevée? Je crois que votre question comporte la réponse. Je voudrais utiliser une petite métaphore en ce qui concerne la ministre de l'enseignement, je crois, secondaire. Regardant le foot, pour dire que lorsqu'un joueur est tellement performant et qu'il se blesse à chaque match, chaque fois qu'il est mis au chômage, qu'est-ce qu'on fait de lui? On réduit son contrat. Donc, on ne gouverne pas avec la malchance. Venons à la qualité des diplômes, de leur cotation au niveau international. Alors, maître, s'il vous plaît, on sera obligé de vous interrompre, mais on revient à vous tout à l'heure. Okay. Le temps pour nous de retrouver Cédric Noufélé pour nous présenter les grandes articulations du journal de 20h. Cédric, bonsoir. Bonsoir Duval, bonsoir aux invités. Ce soir, nous ferons le point sur la situation sociopolitique et sécuritaire au Mali, là où le président Ibeka et son premier ministre ont été arrêtés par la junte militaire, des mutins qui ont fomenté un coup d'État accompagné par les populations qui exultent dans les rues de la capitale du Mali, pays d'Afrique de l'Ouest. Nous ferons le point sur les réactions à la fois des présidents des autres pays, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, d'autres pays amis au Mali, notamment la France et les représentants des États-Unis qui s'inquiètent de ce coup d'État anticonstitutionnel. La CEDEAO qui s'est également prononcée, nous en parlerons et vous verrez des images exclusives sur la folle journée qui a abouti au renversement de l'État malien. On en parle dans quelques instants. Nous évoquerons également dans le journal de 20h d'une situation de conflit autour des biens laissés par un chef de famille dans la région de l'Ouest, là où les guerres de succession et les ventes illicites de certains biens familiaux déchirent de nombreuses familles. Nous parlerons également dans le journal de 20h du Val-Fangwa d'une réalité observée à Yaoundé. C'est désormais la peur au ventre que les populations se déplacent dans la ville, redoutant d'être face à ces bombes artisanales. Quelques-unes ont explosé en l'espace de quelques semaines. La situation a été maîtrisée au ministère de la fonction publique où un colis suspect
a été retrouvé. Mais comment s'est réveillée la capitale Yaoundé? Élément de réponse dans quelques instants. Duval. Voilà, merci donc pour ces principales articulations qui seront développées dans le journal de 20h dans quelques secondes. Mesdames, Messieurs, vous êtes sur Equinox Télévision, l'émission c'est Equinox ce soir, tout de suite la réclame et juste derrière le journal de 20h présenté par Cédric Noufélé. Sur le plateau d'Equinox ce soir, deuxième partie, maître Fabien Kenyé, avocat au barreau du Cameroun et militant du MRC, maître Julius Achou, avocat au barreau du Cameroun et militant du RDPC, Joseph Espoir Billon, enseignant, plaide, et adjoint au maire de Douala 5e, militant du PCRN, et bien sûr Raoul Lemopi, enseignant et syndicaliste. Je reviens à vous, maître Fabien Kenyé, puisque c'est vous qui avez la parole. Avant le début du journal, on essaie de comprendre pourquoi les taux de réussite au baccalauréat au Cameroun sont très faibles, en tout cas, comparés à ceux qu'on observe dans d'autres pays africains et surtout dans un pays comme la France, qui est considéré comme notre modèle en matière de pédagogie. Duval, j'étais disant que cela est quand même extraordinaire parce que, voyez-vous, lorsqu'on est observateur de la scène politique ou sociopolitique camerounaise, on ne peut pas perdre de vue que l'enseignant est quand même carrément le parent le plus pauvre de la fonction publique. Je vais prendre un exemple simple. Est-ce que vous avez déjà entendu, quelque moment que ce soit les policiers, la police revendiquer un quelconque retard dans le paiement de ses plus de salaire? Au niveau de la magistrature, est-ce que vous avez déjà entendu ce genre de revendications? Au niveau de l'armée, par exemple, est-ce que vous avez déjà entendu ce genre de revendications? Par contre, toutes ces personnes-là qui sont logées à la meilleure enseigne sont formées par ces enseignants. Sous d'autres sociétés, comme en Allemagne, par exemple, si je ne me trompe pas, les meilleurs salaires, c'est pour les enseignants. Il me semble qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, l'enseignant ivoirien touche au moins peut-être le triple de ce que touche l'enseignement camerounais. Au sorti de l'école. Au sorti de l'école, n'est-ce pas? Que peut-on attendre des enseignants à qui on ne donne pas des moyens nécessaires pour pouvoir former, pour pouvoir obtenir les meilleurs diplômes? Naturellement, ils ne peuvent faire qu'avec ce qu'ils ont entre les mains. Donc, il faut repenser ce système parce que vous avez entendu tout à l'heure les errements qu'il y a au niveau de l'office du bac au niveau du Cameroun. Tout à l'heure, nous disions que certaines délibérations qui concernaient l'année dernière n'ont été liquidées que récemment. Alors, et surtout, que lorsqu'on commence chaque examen, il y a déjà un budget prévisionnel qui est même pourvu. À moi, d'où vient-il donc qu'à la fin même, alors que l'argent est disponible, qu'on ne paye pas? Parce que les Camerounais sont passés, ou au moins certains responsables sont passés maîtres dans le détournement des deniers publics. Chacun voudrait avoir les belles maisons, les belles voitures, sans pouvoir... Donc c'est un problème fondamental, c'est un problème systémique, c'est un problème de compétence, de gouvernance. C'est tout à fait normal, il ne faut pas aller chercher ailleurs. Les raisons de cet échec. Est-ce que vous rêvez d'un Cameroun où on enregistrera un jour au cours d'une session d'examen 90-95% de taux de réussite au baccalauréat? Duval, je rêve mieux. Je rêve d'un Cameroun où on aura 100% de taux de réussite au baccalauréat. Cela est possible. La nouvelle approche par compétence a justement pour objectif d'avoir 100% aux différents examens. Duval, voyez-vous, quand on parle d'examen ici, ça veut dire en fait que vous donnez certains éléments à vos apprenants. Vous revenez leur demander, chacun a retenu quoi? Et chacun vous dit ce qu'il a retenu. Il y a une chose, quand on a 50% de taux de réussite, ça veut dire qu'on n'a rien donné aux enfants. Et je vais vous dire... Puisque l'enseignant évalue en s'évaluant. Oui, l'enseignant évalue en s'évaluant. Un enseignant qui a un mauvais taux de réussite est un mauvais enseignant. C'est le cas de nous autres enseignants du Cameroun, parce que je ne vais pas me dédouaner de cela. Je voudrais rappeler ici une chose. Lorsque l'enseignant est dans de très mauvaises conditions pour pouvoir mieux exercer son métier, c'est clair qu'il donne le mauvais résultat qui s'y est. Je vous prends les exemples de certains établissements dans l'extrême nord et dans le nord. Vous arrivez dans un CES ou dans un CETIC où il n'y a même pas de salle de classe. Comment vous voulez que l'enseignant soit apte? Aujourd'hui, avec la nouvelle approche par compétence, on veut que les enseignements techniques soient dispensés dans des ateliers.
Comment vous voulez que moi, qui suis enseignant géomètre topographe, je puisse enseigner la topographie aux enseignants, aux élèves du lycée technique de Nilon, sans parler de topographie? Comment vous voulez qu'une fois sorti de cette école, qu'ils soient compétents, qu'on puisse les intégrer au cadastre et qu'ils soient aptes? Vous vous moquez de qui? Je serai donc forcément un mauvais enseignant. Je vais les dispenser, je vais passer toute l'année scolaire à écrire au tableau ou alors à les dicter des cours et à expliquer ce qu'ils ne comprendront jamais. Parce que l'approche par compétence veut qu'ils s'exercent. En fait, on ne procède pas des examens. Vous avez remarqué que j'aime souvent procéder avec des examens. C'est que je suis déjà déformé par mon métier d'enseignant. Chaque fois, il faut dire aux enfants, voilà comment on fait. On ne leur dit pas, d'habitude, s'il faut faire ceci, voilà. On disait que les autres avaient souvent l'habitude de faire comme ceci. On leur dit, voilà comment on fait. Vous procédez, ils voient comment vous avez fait. Vous les mettez en situation. Exactement. Et je vais vous dire un truc, Duval. Celui qui a procédé à un exercice le retient automatiquement. Il n'a pas besoin d'aller lire les cahiers et bûcher toute une nuit sans dormir. Il a besoin de faire quelque chose. Ce que vous avez fait, vous ne pouvez pas l'oublier. Malheureusement, au Cameroun, nous avons des lycées techniques sans atelier. Nous avons des laboratoires de génie civil sans rien du tout. Je peux vous indiquer pour que ce ne soit pas un commérage. Désolé. Je peux vous indiquer pour que ce ne soit pas un commérage ici. N'allons pas loin. Allez à l'INSET de Douala où on forme les enseignants d'enseignement technique d'où je suis sorti. Allez voir le laboratoire de génie civil. Revenez faire une émission dessus parce que je suppose que je suis un menteur. Ce que j'ai dit ici sont des histoires. Ce n'est pas démontrable. Allez vous-même demain au laboratoire de génie civil. À l'INSET, je parle de là où les enseignants sont. Je ne parle pas encore des élèves. Il faut rappeler qu'en parle de génie civil, c'est ceux qui forment les maçons. Effectivement, sauf que les maçons ne sont pas des génies civilistes. Le génie civil, c'est au-delà du maçon. Le maçon, c'est jusqu'en 4e année. Ok. Mais au-delà de la 4e année, on est génie civiliste. C'est l'ingénierie. Enfin, on voulait dire ça de façon triviale pour qu'ils comprennent. Peut-être pas l'ingénierie. L'ingénierie, c'est au-delà. L'ingénierie, c'est à partir de Bac plus 3. Peut-être pour sortir de ce sujet, Raoul Mopi, avec le tableau tel qu'il a été décrit, on comprend pourquoi on est obligé de forcer un peu pour avoir 50% ou plus 60% de taux de réussite au baccalauréat. Parce que de toute évidence, c'est même pas évident. Hein, si on peut être un peu redondant. Alors moi, je vois la chose sur un autre angle. Enfin, il n'y a que deux orientations possibles. Hein. Il y en a qui pensent qu'il faut délivrer les diplômes, quitte à ce que ça ne serve à rien. Il y en a qui pensent qu'il faut mettre l'accent sur la qualité. Et la conséquence, n'est-ce pas, sera nécessairement une rareté en termes de diplômes. Vous savez quand même que jusqu'à un passé récent, certains enseignants qui avaient érigé l'enseignement ou bien l'évaluation en une sorte de mythe pensaient que les enseignants ont bien enseigné quand plusieurs élèves ont échoué. Et se gargarisaient de savoir que, comme on dit de manière prosaïque, qu'on a vissé aux examens et que ce qui sort là, c'est la crème fleur et tout. Moi, je veux dire quelque chose qui est simple. À côté des diplômes, moi, je pense qu'il faut penser aussi, je pense qu'il faut insister sur la qualité. Moi, il ne sert à rien de délivrer des diplômes, des diplômes, n'est-ce pas, à ceux qui ne méritent pas. Parce que je ne suis pas très d'accord par rapport à ce que le collègue vient de dire sur l'APC. L'APC n'a pas pour vocation de démocratiser, n'est-ce pas, la délivrance des diplômes. C'est pas cela. L'APC a plutôt pour vocation de ramener, n'est-ce pas, les enseignements au niveau de l'environnement concret de l'enfant. À partir de ce moment, donc, on peut aussi dire que ce n'est pas en ramenant les enseignements à leur niveau qu'on fait, en fait, l'inventaire. Mais en le faisant comme ça, on est sûr qu'on obtiendra des résultats tellement meilleurs que ce qu'on a maintenant. Ce que nous sommes en train de dire, c'est quoi, Duval? C'est que l'expérience humaine ne peut pas être, n'est-ce pas, on va dire comment, synthétisée et contenue, n'est-ce pas, dans tout un document, de manière à laisser croire que, ayant fait la synthèse de toute l'expérience humaine qu'on va enseigner à l'enfant, chaque fois qu'il se trouve devant une telle expérience humaine, il va se rappeler, n'est-ce pas, de tel ou de tel contenu pédagogique. Moi, je pense plutôt qu'on doit travailler à développer chez l'enfant le sens de la liberté, le sens de la créativité. Et c'est ce qui manque beaucoup à notre système éducatif, dont les prolongements peuvent se voir dans la manière, dans la manière dont les institutions... Mais l'APC va résoudre ce problème. L'APC ne va pas fondamentalement résoudre le problème. Je vais vous dire quand même quelque chose. Duval, vous et moi, nous sommes de l'ancienne école. Vous n'allez pas me dire qu'aujourd'hui, vous avez été très mal formé par l'approche, par les objectifs. Moi, je crois que c'est un peu ça le problème. Je crois plutôt que, à vouloir tout donner à l'enfant, on ne donne finalement rien. Et c'est là où on va juste avec l'APC. Si vous prenez, moi j'enseigne la philosophie, si vous prenez les enfants qui sont partis de la 6e,
Je vous rappelle que l'approche par compétence est ce qu'on applique partout. Mais laissez-moi parler. Ce n'est pas parce qu'on applique partout que cela est nécessairement efficace. Je veux quand même vous surprendre en vous faisant comprendre qu'il y a des pays qui ont abandonné l'APC. Donc il ne faut pas poser l'APC comme une panacée. Je crois même que le point que vous avez posé devrait permettre même de repenser le choix de l'État, n'est-ce pas, de l'APC. Prenons l'exemple simple. Les salles de classe pléthoriques. On a les lycées ici à Douala qui ont les 120, 150 élèves. Moi, je pense qu'il faut plutôt résoudre ce problème-là. problème-là. Oui, mais là, le problème n'est pas là. Raoul et Jeune Espoir, je vous en prie, je crois qu'on va refaire une émission sur l'intérêt de cette approche pédagogique par compétence. Non, je veux chuter pour... On va... C'est comme vous n'allez pas comprendre la logique de ce que je suis en train de dire. En fait, ce que je dis, c'est que les choix institutionnels, pédagogiques, doivent prendre aussi en considération la réalité du terrain. Absolument. Voilà, c'est pas ce que je suis en train de dire. Absolument, on est d'accord. Maître Julius Achou, on a écouté dans le journal tout à l'heure cette actualité en rapport avec la décision prise par le MINAT. Désormais, il faut réglementer l'achat des machettes. Je vois ça dans un autre cadre. Si vous avez été mordu par le serpent, vous devez avoir peur du lézard. Je ne pense pas que parmi nous, là, il y a quelqu'un parmi nous qui a apprécié les images d'égorgement des êtres humains par d'autres êtres humains avec les machettes. Et quand je vois les mesures que le ministre a prises, c'est une mesure dissuasive. Ce n'est pas une interdiction. C'est une mesure préventive. De telle sorte que, par exemple, on vient de discuter en off. Si vous voyez un planteur qui quitte le chenil pour aller acheter une machette à l'heure actuelle, il se dit planteur. Cela suppose qu'il y a plusieurs machettes déjà. Mais il quitte pour aller dans une quincaillerie pour acheter une machette. Il faut noter qu'il y a un problème. Si vous voyez quelqu'un qui ne construit pas une maison, il va acheter les bas de fer de 11, ou bien de 6 ou de 8 et 10. Il ne construit pas. Il va acheter dans une quincaillerie. Il faut noter qu'il y a un problème. Et n'oublie pas que beaucoup de gens construisent de façon archaïque, n'est-ce pas, dans notre pays, sans venir voir le maire, n'est-ce pas, pour avoir le permis de bâtir. Le permis de bâtir. Ça, c'est une occasion, n'est-ce pas, qu'on donne à certains mairies de se faire un peu d'argent pour que tout le monde vienne se faire contrôler avant de construire. Faire contrôler, n'est-ce pas, son projet de construction avant de commencer. Surtout qu'il manque d'argent dans les mairies. Et surtout maintenant. Et c'est pas Joseph Espoir qui nous le démentira. En fin de compte, les sous-préfets ne vont pas interdire l'achat de machettes. Ils vont seulement contrôler qui détient les machettes à partir de ce moment où il y a eu, n'est-ce pas, une utilisation un peu souhaitable et regrettable. Et ce n'est que pour 4 mois. Mais voilà, dans tous les cas. Mais on va voir, parce que nous avons dit, nous avons constaté que il n'y a pas de guerre, dans nos zones. Dans le sens que il y a plus d'échanges de coups de feu entre les militaires et les séparatistes. Parce que d'un côté, ces séparatistes n'ont plus d'armes, ainsi de suite. Ils n'ont plus d'ammunition pour continuer à faire ces échanges. D'où eux, ils préfèrent utiliser les machettes et les barres de fer, n'est-ce pas, comme cartouches. Donc, l'État doit intervenir, le ministre de l'AT est dans son rôle d'intervenir pour essayer de protéger, n'est-ce pas, les civils, protéger les villes et protéger le territoire. Surtout qu'au-delà de ses fonctions de ministre de l'administration territoriale, il y a par ailleurs secrétaire permanent du Conseil national de la sécurité. Maître Fabien Kenyé, quelle appréciation sur cette mesure du MINAT qui, de toute évidence, découle des horreurs qu'on a enregistrées il y a quelques jours, notamment à Mouka, où une jeune dame a été décapitée de façon odieuse. Je vais vraiment, face à ces horreurs indicibles, indescriptibles, pour moi, honnêtement, toute solution, même si elle venait du diable, est prenable pour qu'on puisse épargner la moindre vie. Moi, pour dire que si cette mesure, l'administration camerounaise pouvait mettre un terme à cette guerre, à ces tueries, à ces assassinats, à cette boucherie humaine, elle ne serait que la bienvenue. Mais je voudrais aller au-delà du Val pour dire, cette guerre avait commencé, je crois, par
l'arbre de la paix. Elle a continué par les gourdins, les machettes s'en sont suivies, il y a les Kalachnikov, il y a les bombes artisanales et autres. Est-ce que l'interdiction des machettes va mettre un terme à cette guerre? Je crois que le dialogue, quand les hommes se parlent, ils peuvent tout régler. Et comme le MSC l'a toujours dit, son excellent professeur Maurice Kamto, et beaucoup d'autres acteurs de la société civile, le règlement du contentieux ou de cette guerre au Nosso, pour épargner ces vies, ces atrocités, je pense que nous devons tout simplement passer par un dialogue. Il n'est jamais trop tard. Ce sont nos frères qu'on massacre là-bas. Je voudrais recueillir votre avis, Raoul Moupi, sur les autres sujets d'actualité. Le Mali, Ibrahim Boubacar Keïta a débarqué suite à une mutinerie. Qu'est-ce que vous faites, vous, en tant que citoyen? Vous applaudissez ce coup de force des militaires? Moi, je crois que, en plus de la mauvaise gouvernance, n'est-ce pas, qui fait des ravages en Afrique, l'Afrique est aussi victime d'une sorte de malnutrition politique. Et il faudrait qu'on arrive à faire comprendre à nos acteurs politiques, parce que justement, lorsque dans un État, il existe le mécanisme institutionnel d'attribution du pouvoir, on comprend difficilement comment le peuple, et ça, avec le soutien de l'armée, peut se lever pour remettre en cause les institutions, n'est-ce pas, du pays. Surtout que le président qui est renversé, n'est-ce pas, est un président qui a été démocratiquement élu. Moi, je me dis... Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons évoquées par la CEDEAO à un moment donné pour opposer un fin de non-recevoir à ceux qui estimaient que l'une des conditions pour la résolution de la crise était le départ d'Ibrahim Boubacar Keïta. Moi, je me dis qu'aujourd'hui, il faudrait que peut-être les Africains réfléchissent, n'est-ce pas, à un nouveau ou bien à un autre mode de gouvernance de leurs États. Parce que même la démocratie n'arrive pas à résoudre tous les problèmes. Ceux qui habituellement accèdent au pouvoir, que ce soit par voie constitutionnelle, sont parfois loin de satisfaire aux aspirations des citoyens. Et c'est justement cette incapacité à satisfaire aux aspirations des citoyens qui nourrit chez certaines personnes le désir justement de leur faire partie par n'importe quel moyen. Il ne faut pas qu'on oublie, pour dire que le pouvoir appartient au peuple, ce n'est pas parce que nécessairement on a été élu, c'est qu'on peut questionner encore en Afrique, dans les néocolonies, n'est-ce pas, la sincérité de ces élections. Moi j'ai toujours dit, il n'y a pas d'élections véritablement démocratiques dans les néocolonies. Les Africains ont un très grand travail politique à faire, c'est réapproprier leur souveraineté. Et pour moi c'est ça qui compte vraiment. Espoir Bion, est-ce que le fait que le peuple a accompagné cette mutinerie qui est débouchée sur l'arrestation d'IBK cautionne finalement ce coup d'État? Je veux dire qu'on a souvent dit que nous sommes en démocratie. Et si la démocratie, c'est l'expression de la volonté populaire, de la volonté du peuple, ça veut dire que cet acte qui a été posé est légitime. Je répète, pour qu'on soit d'accord. Si c'est l'expression de la volonté du peuple, si ce qui se passe au Mali est l'expression de la volonté du peuple, ça veut dire que cet acte est légitime. Le peuple est souverain. Le peuple est celui qui dit ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Si aujourd'hui, pendant que nous sommes au Cameroun, à 25 millions de Camerounais, j'imagine comme ça, 20 millions de Camerounais posent un acte. Franchement, cet acte est légitime, cet acte est légal, cet acte est ce qu'il devrait être fait. Ils n'attendent pas que la France leur dise ce qui est bon ou pas chez eux. Sinon, on ne parlerait pas de la démocratie. Sinon, la définition de la démocratie, qui est l'expression d'un pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple, est faux. Mais bon, peut-être légitime, mais peut-être pas légal. Qu'est-ce que vous appelez qui fonde la légalité? La légalité, parce que la loi indique qu'on obtient le pouvoir par élection. Et il a été élu, justement. Si la loi est injuste devant le peuple, on dit bien que le pouvoir suprême du peuple, le pouvoir suprême d'un pays, c'est la démocratie. Donc c'est le peuple. Est-ce qu'il y a un pouvoir au-dessus du peuple? Quand on va décider maintenant, au jour d'aujourd'hui, de faire une consultation du peuple, on appelle souvent ça un référendum. On va consulter qui? La loi ou le peuple? Quand il faut remettre une loi en cause, on consulte qui? La loi ou le peuple? Si le peuple, dans sa grande majorité, estime que l'acte qu'il faut poser est un acte légal et légitime, alors on n'a qu'à prendre tous les bombardiers qui ont bombardé la Libye et aller bombarder le Mali. C'est ce que je dis ici. Moi, j'interroge la légalité, la légitimité d'un acte posé. Si cet acte est dans la majorité du peuple, alors il est légitime. Mais si c'est une minorité qui agresse le peuple
dans sa légalité et dans sa légitimité, il y a de quoi la majorité doit défendre la Constitution. Parce que la Constitution est déposée, le socle de la Constitution, c'est le peuple. Sans le peuple, il n'y a pas de Constitution. Si le peuple malien estime que Ibrahim Boubacar Keïta n'est plus à même de pouvoir le diriger et qu'il pose une action de légitimité et même de légalité, parce qu'il n'y a pas de légalité sans légitimité, à partir de ce moment-là, ce n'est pas la France qui viendra leur dire que ce qu'ils ont fait n'est pas bien. Okay. Je suis désolé. Maître Fabien Keïta, quel est le regard que vous posez sur... Là, on est quand même dans une situation où on a un président qui a été élu. Il y a quelque temps, lorsque les violences ont commencé dans ce pays, l'une des conditions qui avait été posée par ceux qui organisaient l'opposition, c'était justement que Ibrahim Boubacar Keïta abandonne le pouvoir. La CEDEAO s'était opposée à cette décision-là, estimant qu'il avait été élu et qu'il avait le pouvoir souverain. Aujourd'hui, ce peuple est descendu dans la rue avec les militaires pour débarquer Ibrahim Boubacar Keïta. Il faut applaudir ou il faut condamner? Je vais dire par principe, je suis contre le coup d'État. Et je suis d'accord avec mon frère Aimé Bilon qui dit que la souveraineté appartient au peuple. La souveraineté appartient au peuple, ça veut dire quoi? Lorsque le peuple vous a donné sa souveraineté, de tout temps, dès le début jusqu'à la fin de votre mandat, c'est le peuple qui conserve cette souveraineté. À tout moment, ce peuple-là peut même vous débarquer. Voyez-vous, on va parler de coup d'État militaire. Mais je crois que les militaires ne sont venus que parachever les manifestations qui avaient cours depuis au Mali. Qui provenaient de quoi? Il ne faut pas perdre cela de vue. Des élections contestées. Vous avez vu le président qui est aujourd'hui pris en otage ou débarquer et aller jusqu'à revenir sur la décision du Conseil constitutionnel. Vous m'avez dit qu'on a besoin d'institutions fortes, on n'a pas besoin d'hommes forts en Afrique. Et lorsque nous parviendrons à ça, ça va nous éviter ce genre de choses. Nous pouvons lire, ce coup d'État, je crois qu'il est légitime, à mon sens, tel qu'on voit la symbiose qu'il y a entre les militaires et la population. Si la population n'avait pas été d'accord, soit les militaires auraient tiré sur eux, soit il y aurait eu des fusions, soit ils seraient en train de se confronter. Cela voudrait dire quoi? On peut dire que le peuple a repris sa souveraineté. Et ça devrait nous interpeller, parce que voyez-vous, même ici au Cameroun, nous avons déjà fait face à plusieurs coups d'État de type, mais pas de coups d'État militaires. Nous avons eu déjà 2 coups d'État constitutionnels. En 2000, qu'est-ce qui s'est passé au Cameroun? Alors, et surtout comme M. Biya s'était engagé à faire 2 mandats de 14 ans et à libérer le plancher en 2011, il a pris celui de modifier la Constitution. C'est un coup d'État constitutionnel. Donc nous avons besoin de stabilité. Tant qu'on aura des hommes qui vont passer le temps à conserver le pouvoir, à empêcher le peuple de s'exprimer, on aura toujours à faire face à ce genre de coup d'État, à l'instabilité en Afrique. Sur ce qui se passe au Mali, vous condamnez, vous applaudissez? Je ne peux jamais applaudir ce genre de comportement. Et je pense que nous sommes en train de vouloir accepter qu'il y a un coup d'État, alors que jusqu'à présent, personne n'est encore déclaré comme président par intérim. Moi, je pense que les militaires sont en train de vouloir protéger le président et son gouvernement. Contre qui? Mais dans tous les cas, lorsqu'on parle du peuple, le peuple est comme un cheval que tu peux l'amener à la rivière, mais tu peux le contraindre de boire l'eau de cette rivière. C'est comme ça le peuple. Et il faut noter que c'est ce même peuple qui a fait par les élections élit ce monsieur au pouvoir. Et il y a des gens tapis dans l'ombre qui estiment que ce président n'a pas le droit d'y rester et ils sont en train de vouloir instiguer une partie du peuple de faire ce qui est en train d'arriver là. D'après les photos, les images que nous avons vues, c'est combien de Maliens ça? Et ça atteint même 50 qu'on a vu. Et c'est ça qui représente le Mali. Pourquoi ils ne sont pas sortis pour soutenir les institutions en place, comme ça s'est souvent vu ailleurs? Vous et moi, est-ce que nous sommes au Mali? On a vu certaines images à la télé. Nous voyons différemment. Pour ça, vous voulez dire que ça c'est le peuple? Une dizaine ou centaine de personnes? Dans tous les cas, moi, je me réserve à ce qui concerne les choses comme ça, parce que j'attends. Okay. On a vu ça avec Dadis Camara et autres. On a vu ça au Burkina Faso, que les choses ont seulement fait comme ça et changé. Parce qu'il faut noter que on doit cesser de penser que un pays est fait pour vivre seulement dans un temps très limité. Un pays est appelé à vivre pendant longtemps.
Si quelqu'un a été élu pour faire 5 ans de mandat, si après son 5 ans, vous estimez qu'il n'est plus compétent, il ne peut plus, il faut voter quelqu'un d'autre. Au lieu de s'aimer la dysanie, parce que lorsque la personne qui tue par l'épée, mourra par l'épée. On va s'arrêter là pour ce soir. Merci, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Merci à vous, Joseph Espoir-Billon. Vous êtes enseignant, plaide et adjoint au maire de Douala 5. J'ai bien précisé que vous êtes aussi géomètre. Merci à Raoul Lemopi, enseignant au lycée de Nilon-Brazzaville, professeur de philosophie, c'est bien cela. Merci également à vous, maître Dilus Achou, avocat au barreau du Cameroun, militant du RDPC, maître Fabien Kenyé, avocat au barreau du Cameroun, militant du MRC. Merci à vous, madame, messieurs, d'avoir regardé cette autre livraison d'Equinox ce soir. Bonsoir chez vous.